Hello, I come back. Antoine, votre charpentier militant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, c'est le choix du terrain. Quand on va choisir son terrain, il y a un tas de conditions qu'on doit bien respecter. J'ai déjà parlé du BBIO, des besoins climatiques, tout ça, ok. Mais quand on choisit un terrain, on parle souvent de viabilisation. Dans le module terrain évolutif dont on vous a fait la dernière fois la vidéo, on vous a dit que la partie viabilisation, on n'en avait pas encore parlé. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Il faut que vous compreniez que là, vraiment, ça va être un peu dense, mais c'est très important de bien comprendre tous les points. Et vous verrez qu'à un moment donné, il y aura 12 points à checker. Et il faut checker les 12 points. Si vous ne le faites pas, vous allez mettre votre projet dans les ennuis, parce que d'autres personnes ne vous diront pas toutes les informations, parce que ce n'est pas leur intérêt, voilà, tout simplement. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver avec des surcoûts qui sont très très vite super importants. Et ça va compromettre votre projet. J'ai déjà vu de nombreuses personnes se retrouver avec un terrain, avec des marges de constructeurs qu'ils avaient vu quelques constructeurs. Ils ont signé le terrain avec une certaine précipitation parce qu'on les a mis dans l'ennui pour signer rapidement. Et après, il n'y avait pas d'études de sol G1 ou G2, voilà ce que je vais vous parler maintenant. Et puis ils se sont retrouvés avec des soucis. Et ça a compromis totalement les choses. Et ils se sont retrouvés à payer un terrain, et à être chez eux et à payer le loyer. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Alors, je vais vous faire un petit résumé d'abord pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va voir. Et après, on va rentrer dans le détail. Okay. Alors, quand on fait une viabilisation, donc on rend le terrain acceptable pour construire et pour être à l'aise, il y a 5 postes. Il y a l'eau, il y a l'élec, il y a les eaux usées, il y a les télécoms et les eaux pluviales, parce que les eaux pluviales peuvent occasionner tout un ensemble de contraintes qu'il faut avoir pris en compte dès le début du terrain. Ça, c'est un poste qu'on oublie assez vite d'ailleurs. Hein. Okay, donc, sur l'eau, l'élec, les eaux usées, le télécom et les eaux pluviales, on va décomposer tous ces postes pour voir quels sont les coûts, parce que sinon, on ne va pas s'amuser au deuxième point d'aller déposer un PC, bien sûr. Après, en plus de ces 5 points, il va falloir qu'on parle de l'accès. Il va falloir qu'on parle de la zone constructive, ou ce qu'on appelle le CES maintenant, c'est le coefficient d'emprise au sol. On ne parle plus de COS, parce que le COS a disparu avec le PLU, avec la loi Allure, tout ça. Et donc, c'est l'emprise au sol. Par exemple, vous avez une maison, ok, toutes les parties chauffées font partie du CES. Vous avez une terrasse, si elle est couverte mais non fermée, elle ne fait pas partie du CES. Par contre, si vous avez des terrasses qui débordent beaucoup d'un certain pourcentage, ça peut faire partie pour partie. C'est pas si simple. Donc, en fin de compte, quand nous, on fait les permis de construire et qu'on fait attention à tout, parce qu'on aime beaucoup les terrasses autour de notre maison, ce qu'on veut être dedans, dehors, eh bien, on fait très attention au CES parce qu'il peut y avoir une incidence là-dessus. Voilà, j'attire votre attention. Le PLU, et bien sûr, il a un certain nombre de contraintes, et puis de facilité ou pas. Et puis, un point que souvent on néglige, c'est l'étude de sol G1 ou G2. On verra la différence entre G1 et G2. Ce poste est souvent négligé parce que on se retrouve dans la situation où, en fin de compte, le vendeur de terrain n'a pas toujours intérêt à faire une étude de sol. Pourtant, c'est obligatoire depuis août 2020. Depuis août 2020, quand on vous vend un terrain, il doit y avoir une étude G1 au minimum. C'est souvent pas le cas. Parce qu'en fonction de l'étude et des résultats qu'on va avoir, donc c'est la capacité à recevoir le sol, à recevoir la maison, les poids, les différentes forces qui vont s'exercer, l'enfoncement, tout ça. Est-ce qu'il y a des argiles? Est-ce qu'ils sont gonflables? Est-ce qu'ils ne sont pas gonflables? Bon, on passe tous ces détails. Mais on se retrouve souvent avec des surcoûts, peut-être aux fondations ou pas, ou ainsi de suite. Okay, donc, tout de suite, petit aparté, on ne fera jamais rien avec vous si vous n'avez pas une étude G1 ou G2, suivant la situation. Quoi qu'il se passe, même si des fois ce n'est pas obligatoire, dans le sens où vous êtes autoconstructeur ou quoi, jamais on abordera ce sujet avec vous s'il n'y a pas une étude en cours de route quand on fait la démarche. L'étude d'assainissement, ça c'est un point qui peut être extrêmement coûteux ou pas coûteux, presque pas, ok, donc très important. Et oui, on a pensé, nos chers amis ont pensé aux taxes. Donc, raccordement si TAE, le TAE, ça veut dire le tout à l'égout. C'est un raccourci, c'est long à écrire, tout à l'égout. Donc, si on a un raccordement tout à l'égout, eh ben, on a des taxes spécifiques là-dessus. Okay, l'aménagement, donc on a des taxes d'aménagement pour la mairie, pour le département, pour la région. Ça aussi, il faut pouvoir essayer de les évaluer, voir ce que ça coûte.
Une taxe archéologique, bon là ça va, c'est pas très onéreux, mais enfin, tout ça, c'est en rapport par rapport au CES, donc à l'empreinte qu'on va construire et comment on va le faire. Si c'est votre résidence principale ou secondaire, eh ben ça varie aussi, ça varie même beaucoup. Par exemple, si vous avez votre résidence principale, c'est différentes taxes, certaines, l'aménagement et puis l'archéologique, vous allez payer que 50% de cette taxe sur les 100 premiers mètres que vous allez construire. Sinon, vous payez 100%, ok, si c'est une résidence secondaire. Si vous avez déjà une résidence principale et que vous construisez, bah vous êtes dans le cas où vous allez payer toutes les taxes et ainsi de suite. On rentre dans le détail. Donc, on voit qu'il y a les 5 postes, qu'il y a tout ça à balayer, et on se dit, ok, je suis prêt. Donc, je vais pouvoir aller voir le notaire pour voir les conditions d'achat avec le notaire, et on va mettre en place des conditions suspensives. On va peut-être aborder un petit peu ce sujet pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire dans le compromis pour essayer de nous protéger. Mais il faut comprendre que le vendeur, lui, son intérêt, c'est qu'il n'y ait pas de conditions suspensives, parce que pas de crédit, pas de PC, le minimum, bah oui, forcément, vous aurez une condition suspensive pour l'obtention du PC. Dans notre système de Evolutive, il n'y a pas de prêt immobilier, je vous le répète. Donc on rentre dans une notion où il n'y a pas de conditions suspensives pour le prêt, parce qu'on fait un prêt personnel et on l'affecte à faire sa construction en autoconstruction. Mais il y a d'autres conditions suspensives, hein. Ça peut être... Vous savez que dans les conditions suspensives, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut. On peut dire, si je ne suis plus en CDI, par exemple, je ne vais pas acheter le terrain. Donc, conditions suspensives. Bien sûr que le vendeur ne va pas accepter un truc pareil. Mais on pourrait, par exemple. Si l'étude de sol G1 que j'ai demandée, que je fais, elle me déclare, elle me montre qu'il y a des frais supplémentaires, parce qu'il y a un énorme caillou là qui est au milieu du terrain, qu'il faut utiliser ce qu'on appelle un BRH, c'est un brise-roche, okay, avec au bout d'une pelle, etc. Ça coûte de l'argent, ça fait des heures, c'est bruyant, c'est tout ce qu'on veut. Il faut évacuer tous les cailloux, ça va faire un énorme trou, bien sûr. Et donc on se retrouve avec des surcoûts absolument importants. Mais ça, l'étude de G1 ou G2, suivant comment on l'a faite. G2, c'est quand on a fait l'étude sur l'endroit où on va faire la maison. On va faire des trous dans les zones de fondation importantes, parce qu'on a préimplanté la maison en quelque sorte, et on va faire une étude extrêmement concentrée à cet endroit-là, et on va donc être dans un optimum d'études de perméabilité de tout. Okay, et puis donc on va avoir des résultats avec des recommandations dynamiques, statiques, pour faire la maçonnerie, tout ce qui s'ensuit. Une étude G1, on va faire de façon aléatoire sur le terrain, 3, 5, 8 trous, ça dépend, voilà, différentes choses, et on va percuter avec une buse, et on va voir comment ça s'enfonce pas, où est le sol solide. Est-ce qu'il est juste là? Est-ce qu'il est... On traverse différentes couches, etc. Et ça nous permet aussi de mesurer, dans une étude G2, on fait un trou, on met de l'eau, on regarde au bout d'une heure si les 10 mm sont partis, etc. Il y a des coefficients, la perméabilité du sol, etc. Et ça va nous permettre comme ça de savoir exactement ce qu'on doit faire. Donc, ça, c'est des conditions suspensives qui sont relativement acceptables quand on achète un terrain. Est-ce que le G1, il est conforme, qu'il n'y a pas de surcoût parce qu'il y a des surprises? À ce moment-là, je peux arrêter mon compromis de vente sans me dédire, sans avoir une pénalité. Je vous rappelle que quand vous signez un compromis de vente, si jamais quelqu'un se dédie, ça doit vous ou nous, par exemple, si on vend, le notaire, etc., eh bien, à partir de ce moment-là, il y a une pénalité qui peut être appliquée de 10% sur le total du montant de l'achat. Vous achetez 100 000, vous pouvez avoir une pénalité de 10 000, mais vous pouvez imposer aussi une pénalité de 10 000 à votre vendeur parce qu'il ne vous l'a pas vendu et il préfère des fois payer parce qu'il veut garder le terrain, parce qu'il a changé d'avis ou je ne sais pas, bon, peu importe. Mais c'est juste pour vous dire que tout ça est très encadré par la loi, qu'on ne fait pas n'importe quoi et que dans les conditions suspensives, il est important d'être bien renseigné pour savoir quoi faire. Donc, on revient à notre petite histoire, on a fait nos 5 étapes, on a fait balayer tout ça, on a bien négocié, on a bien regardé, on sait exactement ce qu'on doit faire. On a validé avec le BBIOS Global, bien sûr. Avant de faire tout ça, vous avez déjà fait votre masque solaire, vous avez déjà interagi avec nous, avec tout ce qu'il faut, vous avez bien vu le modèle de maison évolutive que vous allez mettre, vous avez compris qu'on avait aussi des modules adaptatifs. Et donc, comment est-ce qu'on va la positionner? Est-ce qu'on a le bon apport? Est-ce que ça joue? Ok. Donc à partir de ce moment-là, BBIOS, c'est ça, on a déjà fait ce boulot-là, alors on continue le travail, ok, pour voir le terrain. Mais avant de déposer le PC, on va avoir besoin d'avoir d'autres informations. Est-ce qu'il y a des servitudes de passage, des tréfonds, de tréfonds souterrains? C'est lorsque vous avez un passage d'une canalisation d'eau usée, de gaz qui alimente quelqu'un d'autre, je ne sais quoi.
Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas construire dessus, vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses. Voilà. Et vous devez laisser un libre accès pour qu'il y ait de l'entretien éventuellement, s'il faut recreuser pour réparer, pour des eaux usées, quoi que ce soit, raccord, je ne sais pas. Donc vous n'avez pas posé la maison là-dessus, ça c'est évident. Donc servitude de passage, de tréfonds, le plan des risques d'inondation, le PPRI, faible, modéré, etc. Il y a plein de choses à faire. Bon, est-ce que vous êtes dans le périmètre des ABF? Ça c'est très facile, c'est l'architecte du bâtiment de France, moins de 500 mètres, on est tranquille. Alors ensuite, si vous avez un bâti déjà sur le terrain, vous pouvez demander à ce moment-là à avoir une étude thermite, même si vous êtes dans une région qui n'est pas forcément concernée, mais si vous êtes dans une région concernée, c'est évident que c'est obligatoire. De toute façon, il y a des départements où c'est obligatoire. Une étude thermite, mais aussi pour l'amiante. Parce que si vous avez un petit bout de bâtiment, un petit garage, quelque chose, parce qu'on a divisé un lot, et vous vous retrouvez avec un garage, vous dites oh, ok, super, j'ai déjà le garage, c'est génial. Bon, le toit n'est pas en très bon état, mais c'est pas grave, je vais le refaire. Ok. Pas de bol. Parce que c'est des tuiles amiantes, qui contiennent de l'amiante. De l'ancienne génération qu'on faisait dans les années 70, 80, etc. Quand vous allez démonter ça, bah vous allez devoir prendre un prestataire externe, vous n'allez pas pouvoir le faire vous-même. Vous allez devoir faire un traitement, recyclage très spécifique avec plein de contraintes. Sachet fermé, machin, étanche, masque, tout ce que vous voulez. Et ça va coûter une blinde. Il s'est débarrassé du garage, il vous a vendu le garage avec le terrain parce que c'était top. Eh ben non. Ou un bout de grange et vous dites, oh, c'est bon, ça fera un atelier pour travailler, pour me faire un petit atelier sympa, pour faire des trucs, un atelier bureau, je sais pas, peu importe. Et puis là, vous rentrez dans les soucis. Donc, dès qu'il y a un bâtiment, amiante, obligatoire. Voilà, sans discussion. Donc, on voit, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ces aspects-là. Donc, on va avoir besoin d'obtenir des devis, forfaitaires ou pas, avant d'obtenir un PC. Et puis, pour les autoconstructeurs malins, il faut être accompagné pour tout ça, parce que sinon, ça me paraît un peu difficile. Hein. Ou alors, vraiment, vous êtes vous êtes beaucoup documenté, vous avez déjà un peu d'expérience, vous avez bien roulé votre boss, et à ce moment-là, c'est facile. Ok, d'accord, allez, on y va. Eau, élec, eau usée, télécom, eau pluviale. Alors, on va changer de paperboard. Alors, vous voyez, j'ai repris 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 points à voir. Premier point, l'eau. La société qui gère, souvent c'est Suez, et l'Union des eaux, c'est une intercommunalité parce que c'est un organisme public ou semi-public qui va gérer le service de l'eau. D'ailleurs, généralement, ces services-là sont beaucoup moins chers que Suez et Lyonnaise des eaux. Je ne me demandais pas pourquoi, je pense que vous avez assez vite deviné. Première chose hyper importante, que ce soit pour l'eau, pour l'EDF ou France Télécom, ils ne vous feront jamais un devis personnalisé, ou alors vous avez une chance incroyable, parce qu'ils ne veulent pas se déplacer sur votre terrain pour faire une approche précise. Ils vont faire un devis forfaitaire selon distance et selon, etc. Parce que sinon, ils se déplaceraient tout le temps. Dès que quelqu'un va acheter un terrain, ils voudraient savoir avant de signer. Donc, qu'est-ce qu'ils feraient à ce moment-là? C'est que lorsqu'on a déposé le PC, qu'on a obtenu le PC, qu'on peut faire un devis précis, etc. Donc, il vaut mieux être très bien informé avant pour pouvoir voir si le devis que vous estimez est réaliste ou pas, et correspond ou pas. Donc, c'est pour ça que pour l'eau, pour l'élec, pour la télécom, pour les eaux usées, on a des PDF avec des questions, on doit répondre à ces questions et on doit être capable de bien quantifier qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, et poser le niveau de question, et reproduire tout ça sur un plan qu'on vous montrera après, pour savoir comment on va procéder. Okay. Généralement, devis forfaitaire, selon la distance, alors imaginez vous avez une route ici, ok, ça c'est la route, hein, et puis votre maison est ici, ok. Là vous êtes juste au bord, allez, entre 1000 et 1500 €. Pour vous faire un T, etc. Un T, c'est lorsqu'on vient se pluguer sur un tuyau et on met un T de raccordement. C'est enterré, c'est à 1,20 m, c'est hors gel, Ok. Si vous êtes de l'autre côté de la route, vous voyez que tout de suite, il va falloir traverser toute la route, demander, bon, bien sûr, il y a des accords de voirie, etc. Mais c'est 2500 à peu près. Hein. Voilà, globalement, c'est ça. Donc, si vous êtes dans un lotissement, ça va être à 300-400 € simplement, le raccordement. Ok. Donc déjà, là, on commence à générer un poste où, si on sait chercher où est le réseau d'eau, si on sait demander des informations à la mairie, si on peut questionner, parce que souvent, si c'est Suez et Lyonnaise, ils ont des plans réseau assez précis, et ils ne vont pas vous faire une étude spécialisée, mais déjà, ils peuvent vous informer, et vous pouvez aussi facilement trouver quand vous êtes bien informé. L'intercommunalité, généralement, bon, ils sont plus souples, c'est plus sympa.
Ils vous donnent déjà un devis forfaitaire qui est assez proche parce que c'est eux qui gèrent en interne, on va dire. Ça, c'est souvent des sous-traitants, Suez et Lyonnaise. C'est pas leur service propre, des fois un peu, mais bon, pas dans les terrains diffus. L'intercommunalité, c'est souvent ou un sous-traitant local qui fait partie du village, qui fait partie de l'intercommunalité, qui travaille très souvent avec la mairie, etc., avec les différentes mairies, et donc ils le connaissent bien. Donc c'est assez facile, là où on a peu de surprises. Là, il faut faire attention. Et il y a une variable de distance et une variable de faisabilité assez rapide. Ça, c'est un poste facile. Ok, c'est pas très compliqué. Enedis. Oui, parce qu'on dit EDF, mais c'est pas. Enedis, c'est celui qui s'occupe du réseau. Et donc, EDF, c'est un fournisseur comme les autres. Hein, vous pouvez prendre n'importe quel fournisseur. Bien, Enedis, qui gère le. Donc, portail de raccordement. Devis approximatif. Point à la ligne. Alors, vous avez intérêt à savoir évaluer un devis. Vous verrez qu'il y a une petite astuce avec le CU, tout à l'heure, le certificat d'urbanisme, pour essayer de se simplifier la vie. Donc, distance du poteau EDF de raccordement. Il y a une notion à 15 mètres et à 35 mètres. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, ça fait partie de la formation qu'on fait, mais sachez qu'à 15 mètres et donc 35 mètres, vous voyez 28 plus 7, c'est bizarre, hein? Pourquoi est-ce que j'ai mis 28 plus 7? Un peu bizarre. Eh bien, sûrement parce que des fois, il y a des réseaux aériens, puis des fois, il y a des réseaux souterrains. Donc, prenons l'exemple de l'aérien. Là, ça, c'est le terrain. Puis là, la maison, elle est là. Voilà, ok. Ça, c'est des poteaux EDF. Bon, c'est vrai, le dessin n'est pas top. On compte 7 mètres pour descendre, plus 27 mètres. Bah, 7 et 27, ça fait bien 35. Donc on se retrouve dans... Qu'est-ce que je raconte, moi? Ça fait 32. Bah oui, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, nom de Dieu. Bon. Ok. Oui, c'était 28 plus 7. Ah oui, je me suis trompé. Parce que sur les poteaux, suivant les régions, on est à 7, d'autres on est à 6, etc. C'est pour ça. Parce que j'ai pris le cas général et j'ai pas pris mon cas chez moi. C'est pour ça que je me suis planté. Donc, si vous êtes dans la fourchette de 32 à 35, ok, vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle un service simple aérien. Si vous êtes en souterrain, on part du pied du poteau, parce que c'est souterrain, et c'est 35 mètres. C'est 32 ou 35 sur émergeur, attention. Donc globalement, c'est 1500 €. Allez, on arrondit la sauce, on fait un truc simple, facile. Bon, pas de bol, vous êtes à plus de 35 mètres. Bon, bah globalement, c'est 1000 € les 10 mètres. 38 mètres, 3800 €. 60 mètres, c'est 1000 €. Oui, c'est simple. Hein. Et attention, hein, parce que ça, c'est une extension de réseau. Alors, des fois, c'est faisable, des fois, c'est pas faisable, suivant la puissance qu'on va demander. Si on demande 6, 12 kW, si on est en bout de réseau, qui a plus assez de puissance, qu'il faut qu'il redimensionne certains aspects techniques. Donc, on vous expliquera, mais il y a plusieurs choses à vérifier. Et simplement en regardant des points techniques, on va pouvoir avoir une idée. Attention, si on dépasse 80-100 mètres, là, c'est le tarif de ouf. Ok, parce que des fois, il y a une participation de la mairie, aussi extension, mais pas en dessous de 30-40, c'est rare. Hein. Mais quand on a une grosse extension, certaines fois, la mairie fait des gestes. Mais... Alors là, vous voyez que tout de suite, ça peut aller de 1500 à 6000, boum, on a quadruplé le truc. Là, on était dans une fourchette qui peut aller de 400 pour un lotissement à 1000, 1500, 2005 globalement, quand on commence à être pas trop bien. Bien. Les télécoms, même chose, portail Orange de raccordement, pas moyen de faire un devis avant, c'est même pas la peine, on n'a pas le permis, c'est cuit. Le permis, c'est-à-dire il a été délivré, l'arrêté de permis est validé, alors on peut faire toutes les démarches qu'on veut, ça va pas trop mal, c'est bien sur Internet, ça roule, ok? Donc il faut qu'on évalue la distance, on est aérien, on a des passages de route, on est terrain. Pourquoi un passage de route? Parce que si le poteau télécom il est de l'autre côté de la route, votre câble, il faut qu'il passe à une certaine valeur de hauteur. Parce que sinon, s'il y a un poids lourd qui passe, chargé avec des grumes, par exemple, il transporte du bois, il va vous arracher le truc, vite fait, bien fait. Donc vous allez avoir des contraintes, et si vous n'avez pas un poteau en face, vous faites comment? Donc oui, là aussi, il y a une démarche bien spécifique pour qualifier, pour quantifier les choses. Bon, mais globalement, 400 à 1500 €. Voilà, c'est un peu l'idée. Attention, si jamais on a une distance un peu plus importante, il peut y avoir un point relais, machin, enfin, ça devient très chiant. Les eaux usées. Ah, c'est le gros morceau, ça. Si TAE, donc tout à l'égout, la mairie, elle va ouvrir la voirie, elle a des accords avec des terrassiers de référents, parce qu'ils travaillent tout le temps avec eux, ils ont donc déjà des prix très bien pensés, etc. Le devis, c'est distance, profondeur. Oui, la profondeur, parce que la ligne d'égout, elle est à combien? 1m20, 1m10, 80, elle a quelle profondeur? Vous, votre terrain, si vous êtes en décalé, est-ce que, par exemple, il faut une pompe de relevage? Parce que vous êtes plus bas.
Donc on ne peut plus s'occuper de l'écoulement. Mais globalement, un terrassier, ça va être 250 hors taxe du mètre linéaire qui va casser dans la voirie ou quoi que ce soit. Et puis globalement, plus un petit peu de taxes et le prix du raccordement. Là, je ne peux pas trop vous donner d'informations plus précises, mais dès qu'on voit votre dossier et qu'on regarde le terrain, on peut se faire une petite idée. Ensuite, il y a un niveau de questions qu'on peut poser à la mairie assez facilement, parce que la mairie a quand même une grosse part de responsabilité là-dessus, et donc ils sont bien informés. Donc c'est assez facile d'obtenir des informations ici. Quand on est sur un TAE, donc un tout à l'égout. Mais si ça ne marche pas comme ça, parce qu'il n'y a pas de TAE, il n'y a pas de tout à l'égout, donc on est en autonome. Fosse septique, microstation, de plus en plus de microstations d'ailleurs, phytoépuration, ok, peu importe la méthode. Mais, si vous êtes en autonome, vous avez une étude d'assainissement obligatoire que vous devez joindre au PC. Sans ça, le PC, il est refusé. Là-dessus, il va falloir avoir une étude de sol, une perméabilité, infiltration, un plan d'épandage, de drainage, des espaces, la distance de la maison, des arbres. C'est un peu technique tout ça. Et on a besoin du SPANC. C'est le service public d'assainissement non collectif. Plus des devis d'entreprise, on est obligé de faire devenir un petit peu des gens de l'extérieur pour avoir la codification un peu de comment on pourrait faire, etc. etc. Bien. Il n'y a pas de taxe de raccordement. Vous voyez, c'est marqué ici. Par contre, on débourse 6 à 12 000 euros globalement pour avoir un équivalent, ce qu'on appelle 5 EH, et 5 équivalents hommes, hein, qui est souvent ce qu'on prend pour un T4, 100 mètres carrés, etc. Après, ça commence à monter un peu plus, si vous êtes plus nombreux, et on se retrouve avec des équivalents hommes différents, et c'est important. Donc le SPANC, qui est un organisme public, pourra bien vous documenter. Derrière, il y a des entreprises très spécialisées là-dessus. Globalement, 6 à 12 000 euros. 12 000 euros, c'est vraiment une très très grosse unité avec pas mal de difficultés. Voilà. Il faut savoir qu'une cuve, par exemple, une fosse, une microstation, en réalité, ça vaut 4 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de main-d'œuvre ici, c'est assez simple, c'est un simple trou, le raccordement est très simple, etc. Après, il y a les notions d'épandage, tout ça. Donc, c'est un peu un système complexe, ça, quand même. Et il faudrait qu'on fasse une petite vidéo pour expliquer ça. Mais sachez que globalement, vous voyez, la fourchette de prix, là, vous la mettez en tête, et puis comme ça, vous allez avoir une idée. Alors, 5e point, on arrive au bout, les EP, les eaux pluviales. Selon le terrain, on va avoir besoin d'un bac de rétention ou d'une base de rétention, mais simplement pour prendre l'onde de choc d'eau, si vous avez une pluie extrêmement forte pendant 10, 15 minutes, 20 minutes, etc. Suivant les régions, il y a des coefficients. Chaque département, même des parties de département, ont des coefficients différents. Il y a des tables de lecture là-dessus, etc. Et il faut que votre terrain puisse avoir une infiltration correcte. Bon, ça, c'est à discuter ensemble, parce que c'est lié à la qualité du terrain. Vous voyez que si vous avez une étude G1 du terrain, vous avez déjà une première indication, plus il y a un tas de choses qu'on peut lire sur un terrain quand on le voit, il y a un historique de ce terrain aussi, et donc vous avez des voisins aussi hein, qui sont là, et vous pourriez peut-être les questionner aussi. Oui, il y a donc un schéma, vous voyez, tout ce que je viens de voir là, il y a donc tout un schéma de suite de choses à faire, avec des PDF, avec des validations, et là, à ce moment-là, on commence à y voir plus clair. Donc on a examiné le point 1, 2, 3, 4, 5, et on sait où on en est. Donc, on a à peine fait le début du boulot. Pourtant, c'est indispensable. Si vous ne faites pas tout ça, ben, vous allez dans le brouillard, hein, et c'est pas sûr que ça se passe toujours bien. Donc, globalement, au moins cher, si on prend l'eau 1000, un Enedis à 1500, un Télécom à 500, un EU, parce qu'on est à tout à l'égout de 2500 pour le raccordement, l'EP, je ne le compte pas parce que l'infiltration est plutôt simple et tout. Ben, vous voyez qu'on a tout de suite 5500 euros là, plus divers taxes, dont on va parler tout à l'heure, qui sont beaucoup moins sympathiques. Qui vont être là, ok? Alors maintenant, si on résume, en fin de compte, on a fait ce chemin à faire. Alors, si c'est un permis préalable, ça vient d'une division. La date de division, parce que tous les 10 ans, on peut rediviser, enfin bon, il y a des règles importantes. Ou si c'est un permis d'aménager, donc une validation qui a été faite, avec les bornés, etc. Mais souvent, un terrain diffus, il est juste avec un permis préalable parce qu'il y a eu des divisions, ça a été accepté, il y a le cadastre, et vous avez juste des bornes, et vous n'avez rien d'autre. Alors que là, un permis d'aménager, mais ça peut être quelqu'un aussi, un simple particulier qui a partagé son terrain en 3, parce qu'à partir de 3, on a besoin, si on fait moins de 3, on n'a pas de permis d'aménager. Si on fait plus de 3,
on a un permis 4, un permis d'aménager. Donc c'est beaucoup plus complexe, il y a zone de retournement des pompiers, machin, tout ce qu'on veut. Donc on essaye de rester toujours en dessous de 3 quand on commence à diviser. Bon. Alors donc on est surtout en permis préalable simple, cadastre, enregistré, etc., etc. Et donc souvent, donc on a juste des bornages, etc., et il n'y a pas de viabilisation. Donc on est vraiment dans le cas qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, les terrains diffus. C'est d'ailleurs les terrains qui obtiennent aussi de très bons scores en PBio, c'est tout ce qui s'ensuit. Il peut exister en permis d'aménager, par exemple un lotissement. Donc vous voyez qu'il y a 400 € de raccordement par exemple pour l'eau, etc. C'est super sympa. L'EDF a été déjà raccordé, il n'y a plus qu'à tirer directement les câbles et tout. Donc un lotissement, ça peut être intéressant. Mais il faut arriver dans les premiers, il faut choisir son terrain, il faut que ce soit super orienté, il ne faut pas qu'il y ait de masques aussi, il faut ça, machin. Et globalement, s'il y a 20, 30 lots, il y en a peut-être 3, 4, 5, 10, je ne sais pas, bon, enfin plutôt 3, 4, 5, qui vont être super, puis les autres, beaucoup moins. Voilà. Donc, zone et PLU, UAD, UD, etc., ça donne toutes les règles et les limites. Donc il faut déjà que vous ayez une très bonne compréhension de ça, pour voir comment on va pouvoir implanter la maison, puisque on va faire un essai d'implantation. On va essayer de, par un petit exercice, de visualiser réellement tout ce qu'on est en train de vous dire sur un document papier. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte si, ouais, ok, ça peut le faire, ça peut pas le faire, avec des outils qu'on va vous fournir. L'assainissement, si c'est en tout à l'égout, en autonome, vous voyez que tout de suite, si c'est en autonome, il y a donc une étude SPANC, donc il y a une étude d'assainissement, donc il y a une étude de sol. Vous me direz, allez, moi je vous dis que construire sans étude de sol, c'est une folie, ok? Voilà, il faut oublier ce truc-là. Donc, mais il y en a beaucoup qui se disent, je vais économiser 1 500 €, mais il n'économise rien du tout. Donc, on se retrouve en autonome avec un peu plus de délai, un peu plus de contraintes, ok? Alors, il y a peut-être une recette un petit peu qui nous aide, c'est qu'il y a le CUA ou le CUB. Le CU, c'est le certificat d'urbanisme petit a, information. On va en reparler. CUB, on en a parlé non, on n'a pas encore parlé. Le CUB, c'est celui qui est un peu plus complet, avec les services tiers, etc. Ça, c'est intéressant parce que souvent, il y a des indications sur les distances de raccordement, sur certains coûts. Sur un CUB, par exemple, on peut avoir Enedis qui vous dit « Ok, vous êtes en raccordement simple, point, c'est bon, c'est 1500. » Voilà, c'est réglé, ok? Quand je dis 1500, il y a une petite variabilité selon les régions, mais vraiment, c'est pas grave. Donc le CU, on va en reparler, CU A ou B, puisqu'il y en a deux sortes, c'est très intéressant, ça vous donne beaucoup d'informations. Si lotissement, il y a un cahier des charges. Attention, ne faites pas le mélange entre le cahier des charges et le règlement de lotissement. Souvent, c'est la salade. Et on vous présente un peu ce qui arrange la sauce. Et après, vous vous retrouvez super embêté. Le cahier des charges, c'est définitif. C'est à la création de ce lotissement. Il y a eu un tas de choses qui ont été faites et qui font que on ne pourrait pas changer quoi que ce soit là-dessus. Si c'est marqué hauteur maximum 7 mètres, c'est hauteur maximum 7 mètres, point. Si c'est marqué 3 mètres du bord, etc., etc. Le règlement de lotissement, il est valable 10 ans, puis après, après on peut s'en affranchir un petit peu si on est malin. Et donc après, c'est assez simple. Alors si par exemple dans le cahier des charges, il est marqué un lot égale une habitation, Macache pour rediviser. Macache pour poser une deuxième habitation, parce que vos enfants ont grandi, un petit 40 mètres carrés, là, une petite évolutive small, sympa, et vous la raccordez, etc. Ça va être compliqué. Hein. Dans le règlement de lotissement, au bout de 10 ans, beaucoup de choses sautent. D'ailleurs, il faut bien faire la différence entre ces deux choses-là pour ceux qui vont acheter dans ce cadre-là. Je vous ai dit que les servitudes et les tréfonds, il va falloir les examiner. Donc c'est qu'est-ce qui se passe sur ce terrain, comment et tout. Le géomètre va vous donner toutes les informations si vous savez lui poser les bonnes questions. Et vous aurez aussi les informations par d'autres tiers, dont on va parler. Le PPRI, il y en a beaucoup qui ne le consultent pas, ils consultent sur Internet, en plus, c'est une honte de ne pas le faire. Bon, les ABF, où vous n'y êtes pas, ça c'est facile. Et puis là, on arrive au truc un peu moins sympa. Les taxes, taxes d'aménagement. Attention, ça va de 5 à 20% selon les communes. À titre d'exemple, autour d'Annecy, il y a des communes où on se retrouve avec une taxe d'aménagement de 11 à 14 000 €. Ouf. Et je suis à 15 km de Annecy. Puis il y en a d'autres, c'est globalement 4 000 à 5 000 €, 3 800, etc. Et pourtant, ces communes ne sont pas très loin, mais elles ne font pas partie de la même intercommunalité, pardon, etc., etc. Elles n'ont pas les mêmes budgets, elles n'ont pas les mêmes entreprises, elles n'ont pas les mêmes revenus, ok? Ça, c'est vraiment un poste qu'il faut regarder tout de suite. Bien sûr, quand vous êtes dans les petites communes un peu perdues, tranquilles, à 20 km d'une belle ville, etc., ça va. Bon, alors regardez un peu le mot super savant qu'ils vous ont trouvé là, pour vous prendre des sous. Le PFAC, la participation assainissement collectif. C'est comme si j'avais envie de participer, vous voyez.
3 à 5 000 euros. Ça, c'est encore une petite pastille très sympathique. Ça, pourquoi? C'est quand on est en tout à l'égout. Mais attention, je vous ai dit tout à l'heure que quand on n'était pas en tout à l'égout en autonome, ça va vous coûter 6 à 12, ok? Vous vous souvenez, autonome, 6-12 000, ok? Et là, on vous plombe déjà 3 à 5 000, c'est plutôt 5 000 hein, d'ailleurs, généralement. Et la taxe d'aménagement, vous la paierez quand même, hein, que vous soyez autonome ou pas autonome, hein, ça n'a rien à voir. L'étude de sol G1, G2. Alors, 1000 ou 1500 à 2000. Bon, si vous êtes des argiles gonflants, etc. Moi, je vous dis non, systématique. De toute façon, on ne fera aucun dossier si on n'a pas une étude G1 minimum. Qu'est-ce que c'est une étude G1? On plombe le terrain de 3, 8 trous. Ça prend une demi-journée, une journée. Il y a des spécialistes qui le font très bien. Ils vont vous donner des tas de recommandations. C'est super important. Alors, ils font de façon aléatoire G1. G2, on a implanté la maison et vous saurez implanter. Parce que dans le module terrain, vous êtes obligé d'apprendre à implanter. Vous faites plein d'exercices. Vous devez vous rendre des exercices. Vous saurez parfaitement le faire. Vous allez apprendre à faire des angles vraiment carrés, avec des cordeaux, etc. Poser des chaises, tout ça, c'est normal. C'est la base. Et à partir de ce moment-là, vous serez capable de dire non, non, mon gars, je vais payer un tout petit peu plus, mais tu vas creuser exactement sous mes fondations et on va voir s'il y a une poche d'eau, s'il y a une ligne, parce qu'il peut creuser à côté, il n'y a rien, puis là, il y a une ligne d'eau, on ne sait pas. Là, vous serez sûr à 2000%. OK? Ensuite, je vous rappelle quand même que si le vendeur de votre terrain respectait la loi, vous devez vous fournir une GA minimum, mais il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi le gars, il ne fait pas une demande de CU B, où il y a toutes les infos? Pourquoi il ne fait pas une étude G1, ou mieux, il sait que la maison va être à peu près implantée, qu'elle fasse 15 mètres sur 15 mètres, ou 10 mètres sur 8, ou on s'en fout. Mais vous voyez, à peu près, il va dire au gars de faire un G1 un peu plus concentré, pas aléatoire pur. Ils sont très sympas, les gars, ils comprennent très bien la situation, c'est des vrais professionnels. Et donc, à partir de ce moment-là, pourquoi il ne fait pas toute cette démarche? Comme ça, il vous fournit tous les documents, vous arrivez, vous êtes clean de chez clean, et vous pouvez y aller franco. Tout simplement parce que comme il ne sait pas sur quoi il va tomber, il ne sait pas ce qui va se passer, et tout, donc il dit, les risques, c'est pour les autres, moi je vends le terrain, bam, bam, et démerdez-vous. Non, parce que après, sinon, c'est vous qui allez sortir les rames, et c'est parti. Le bâti, citermite, amiante, j'en ai déjà parlé. Donc, avant, vous avez évalué le BBIOS et l'implantation avec notre méthode évolutive, hein. Et on vous donne le feu vert à ce moment quand vous aurez fait tout ça. Et donc, vous suivez un process. Libre à vous. Mais nous, on fait comme ça et pas autrement. Alors, comment on procède pour vous expliquer les choses et pour que ça soit facile? Alors, après avoir fait beaucoup de va-et-vient, etc., avec plein de méthodes, vous allez apprendre à utiliser un décamètre, à mettre une tige, un fer à béton, donc de 10 tout fin que vous allez enfoncer, vous allez accrocher le décamètre, vous allez apprendre à faire des mesures croisées, des diagonales, ça fait partie du job. Poser des chaises, c'est des petits trucs en bois, avec un cordeau, comment est-ce que je fais deux parallèles, comment je vérifie deux parallèles, c'est assez simple. Ça paraît simple, mais quand on est avec les bottes dans le champ, machin, et qu'on doit le faire, il faut un certain entraînement, et donc vous allez passer par tout ce process, donc vous serez à l'aise pour faire ça, ok? Alors nous, on va vous fournir une A3 puis une A3. En vérité, on va vous fournir un fichier PDF, vous irez imprimer ça sur une clé à Bureau Vallée ou je ne sais pas quoi, peu importe, hein, vous savez, il y a beaucoup de gens qui le font. Vous allez imprimer une A3 et une A3, vous allez mettre un bout de scotch derrière, et vous allez retrouver avec un terrain absolument quelque chose qui est immense, parce que chaque carreau, d'accord, ça fait 10 mètres. Et puis, on va vous fournir une petite panoplie de haies évolutives que vous allez découper, que vous allez poser sur votre terrain dans la situation que vous voulez. Alors si par exemple, là, vu comme elle est posée, la évolutive, là, moi je peux vous dire que le sud, il est là. Ok? Voilà. Sinon, on n'y comprend plus rien. Et donc, vous allez découper, vous allez vous placer un peu comme ça vous arrange. Et à partir de ce moment-là, si je vous dis que chaque carreau fait 10 mètres, et que votre terrain, il fait ça, je vais dessiner n'importe quoi, hein, on est d'accord, on ne sait pas, voilà. Voilà, puis, alors comment vous avez fait? Tout simplement, vous avez des cotes ici, X, Y, Z, machin. Et puis, vous allez dire, OK, là, il y a 5 mètres. Donc, si je me pose à peu près, si vous posez votre maison à peu près comme ça, vous dites, bon, alors si ça fait 10 mètres, il me reste combien là? Donc là, j'avais 2,5 cm, ça faisait 10 mètres. Donc là, je vais avoir 4 cm, donc je vais avoir X, et ainsi de suite. Et donc, c'est très simple de dessiner le plan de votre terrain. Pourquoi on a pris une feuille A3 puis une feuille 3? Parce que comme ça, c'est très grand. Et puis comme ça, vous êtes très à l'aise et vous avez beaucoup de place. Parce qu'après, on va vous dire d'autres choses. On va vous dire, OK, bon, et puis l'accès, il est où là? D'accord? Donc vous allez me dire, ah bah oui, mais l'accès, il est là. Allez, OK, je le mets là. Parce que, donc on dit, c'est l'accès.
Et puis ensuite, je veux dire, ok, votre voisin, il est où? Donc la limite séparative, bah, elle est là. Puis votre voisin, bah, il est là, par exemple. Je dessine, ça, c'est votre voisin. D'accord? Puis il a la piscine qui est là, voilà. Non, c'est pas très intelligent. Il aurait plutôt mis là, au sud. Donc ça, c'est le garage. Donc à partir de ce moment-là, ben, lui aussi, il a un accès, j'imagine. Hein. Alors est-ce que c'est l'accès qui est là? Ou alors non, lui, il arrive par là, parce qu'il a, son garage. Ah ben non, il a son garage là, donc j'aurais dû mettre l'accès ici. Bon, peu importe, vous avez compris la philosophie dans laquelle on est. Si ça fait 5 mètres, donc ça fait que vous allez avoir un accès comme ceci. Et une fois que vous aurez posé tout ça, bah, vous allez me dire, vous allez me dessiner, ok, bah, la route, oui, effectivement, elle fait ça, la route, elle fait un virage comme ça, puis elle fait une certaine largeur ici. Ok, bon. Et le poteau EDF, il est où? Lui, il est raccordé où? Là? Ah, ok. Il est raccordé là, puis il a un aérien qui descend, qui est sur sa façade, ou il a un souterrain, et il y a un autre poteau qui est ici, il y a un autre qui est là, ou alors il est de l'autre côté de la route. Et vous voyez la démarche? C'est qu'en fin de compte, on va vous obliger à dessiner une situation à peu près aux côtes, avec un chemin, ça c'est les eaux usées, parce qu'il y a l'égout ici. Et vous voyez, tout de suite, on se dit, oula. Et puis là, le géomètre, il vous a fourni le terrain avec des valeurs d'altitude. Ça, c'est les courbes de niveau qui étaient dans le terrain. Okay. Et donc, on va tout de suite dire, bah, le point ici, il vaut tant d'altitude. Celui-là, il vaut tant. Celui-là, il vaut tant. Et donc, on va être capable de dire quelle est la différence entre là et là. Et puis, entre là et là. Et quand on va demander aux eaux usées, donc à la mairie, c'est quoi la profondeur du tampon qui est là? Elle a combien cette profondeur? Il va vous dire 1,18 m. Ok. La ligne d'eau, elle est à 1,18 m. Donc très vite, on va pouvoir faire le parallèle entre... Ah oui, mais moi je voulais arriver avec mes eaux usées ici, là, pour qu'elles passent sous la maison, parce qu'il y a une salle de bain là, machin. Ok. Bien. Et puis, donc, on va vous expliquer un ensemble de règles. Et donc, très vite, grâce à ça, à ça, on va vous fournir aussi un chemin de 5 mètres de long que vous allez découper en couleurs, vous allez placer des morceaux, un garage, ainsi de suite, une piscine de 8 par 5. Et donc, en fin de compte, pour essayer d'occuper un grand potager, ce serait bien ça, ça me ferait plaisir, moi. D'accord? Voilà, un énorme potager, là. Voilà, énorme, avec des arbres fruitiers et tout, avec de la permaculture. Bon, et donc vous allez, en fin de compte, construire, en fin de compte, les choses comme ça, et vous allez être obligé de vous poser tout un ensemble de questions qu'on vous a posées tout à l'heure, et vous aurez des éléments pour les poser. Et donc ça, c'est un plan de terrain avec une échelle de 3, on cote le plan, on dessine autour, on dessine des routes, des accès, on dessine des services, on cherche les services, comment ils sont. Et si vous avez le CU information simple, je vais en reparler maintenant, ou le CU B, A, c'est le petit, B, c'est le complet, information plus service, Enedis, etc., vous allez avoir un super plan d'information ici, plus la visite du terrain, plus les questionnements qu'on va vous poser, etc., etc. Ce document-là, en fin de compte, une fois que vous l'avez rempli, vous allez pouvoir nous l'envoyer. Et donc, nous, vous aurez rempli des PDF, et on va voir tout de suite, au niveau où on en est, si le schéma financier que vous avez bâti sur le choix de votre terrain, on est d'accord, hein? Le Bébios, tout ça, c'est déjà réglé. Hein? On a déjà fait ça. Ça, c'est réglé. Hein? On est clean, là. On va valider ça maintenant. Et se dépêcher d'aller chez le notaire pour signer avec certaines clauses suspensives ou pas, à voir. Okay. Mais donc, on va fournir ça avec un tas d'éléments. Vous découpez les éléments, vous allez les coller, et vous allez pouvoir avoir une vue globale, et vous dessiner les choses, vous pouvez faire plusieurs versions. Et puis comme ça, on voit tout de suite qu'est-ce que ça coûte. Ok, il y a plus de 32 mètres là? Il y a moins de 32 mètres. Ouais, la réponse, elle est vite vue. Hein. Ok. Et ainsi de suite. Donc grâce à ça, ça va nous faciliter les choses pour qu'on ait un document d'échange, pour qu'on ait une construction de la réalité comme elle est, pas comme on pourrait espérer la voir ou qu'on pourrait vous la vendre. Parce que là, vous rentrez dans les faits. Vous réagissez comme un professionnel y réagit. Si vous étiez promoteur immobilier, c'est exactement ça que vous faites. Nous, on fait ça systématiquement. C'est en faisant ça, selon cet ordre, que vous allez sauver la mise et que vous allez choisir très vite. Vous verrez, ça va vite. Hein. C'est juste une histoire de bien se matcher, de bien faire les 12 points dans l'ordre. Alors, pourquoi je dis que le CU, le certificat, je vous le répète, hein, quelqu'un qui vous vend un terrain, qui ne s'est pas donné la peine de demander un CU, ou moins A, l'information simple, ou un B complet, alors peut-être qu'il va devoir sortir 150 €. Bon, enfin franchement, s'il vend un terrain 30, 40, 50, 60 000, il peut bien sortir 150 €, hein, ou 200 € si le notaire est cher. Bon, résultat de l'opération, pourquoi? Parce que
Le notaire, lui, il va demander un CUA. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'informations, le notaire. Lui, il l'obtient en 30 jours max, mais il y a des mairies qui vous le donnent en 3-4 jours. Hein. C'est très vite. La zone de PLU, le droit à construire, les taxes applicables, tout ça, c'est tout noté dans le A. Dans le B, il y a plein de choses. Opération tous travaux. Et si il est valable 18 mois, plus 12 mois, si jamais, 2 mois avant la fin, vous le prolongez. Ils ne peuvent pas le refuser, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça, c'est la sécurité absolue. D'ailleurs, quelqu'un qui est entraîné, dès qu'il voit un terrain, même s'il doit dépenser 200 €, parce que c'est le plus cher hein, qu'on peut trouver chez Géomètre, c'est 150 € plutôt. Géomètre ou un notaire, c'est eux qui vous fournissent ça, qui demandent à la mairie, ou vous le demandez vous-même à la mairie, vous faites un petit effort, et puis la mairie peut-être ne vous fera rien payer. Il y a beaucoup de mairies qui ne font rien payer pour un CUB. Bon, et qui vous le font très rapidement, 60 jours c'est le max. Hein. Eh bien, vous aurez toutes les opérations tierces avec les infos. Là, par contre, quand on demande un CUB, ça met un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que la mairie, elle va écrire à Enedis, donc pour l'électricité, elle va dire « Oh oui, comment on fait là pour ce terrain-là? Il est raccordé à quoi? Comment ?» Et le gars de chez Enedis, il est obligé sur le plan de prendre des décisions. Il va dire « Oui, je suis service simple. Non, je suis service si. Parce que moi, sur le plan, je trouve 28 mètres carrés. 28 mètres linéaires, par exemple. Donc ça va. Et non, je trouve 45 mètres. Ah, bon. Bah, pas de bol, parce que vous savez ce qu'il a fait, le mec d'Enedis? Parce que ça arrive trop souvent. Au lieu de vous mettre en bordure ici, par exemple, le plus près, c'est ici, hein, le raccordement idéal pour lui. Voilà, ok. Et puis, au lieu de vous mettre en bordure ici, puis que là, ça fait 32, par exemple ici, donc vous êtes en limite de propriété ici, et puis là, ça fait 32 mètres carrés. Mais il y avait un autre poteau là, mais ça l'embêtait un peu parce que celui-là, il est déjà raccordé là, par exemple. Vous voyez, alors c'était plus simple. Comme ça, il y avait un point centralisateur. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais au lieu de vous le mettre là, eh ben, de partir de là, 32 mètres, donc machin sur coup. Alors que si vous étiez parti de là, eh ben, c'était tout bon. Mais vous pouvez aussi demander, parce que le poteau, par exemple, EDF, il était là, je dis n'importe quoi. Vous pouvez demander à l'avoir en bordure ici, hein, pas forcément sur l'accès chemin. À ce moment-là, il faudra que vous ayez une zone piétonne ici, mais c'est très simple à faire. D'accord? Pour pouvoir actionner ou pas, ou lire, mais il est en bordure, il est accessible, la route elle passe là, il n'y a pas de problème, ils peuvent intervenir sans rentrer chez vous, et à ce moment-là, vous étiez à moins de 25 mètres, moins de 15 mètres, moins de 30 mètres, etc. Et vous, après, vous allez tirer un câble qui va faire ça, ou tirer un câble qui va faire ça, c'est pas très grave, c'est chez vous ça, c'est vous qui avez décidé, pas tout à fait comme ça, il va faire ça. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que avec le CUB, vous avez des niveaux d'information qui sont rien à voir. Vous avez la certitude, il faut tout de suite vous demandez un CUB pour... mais si le vendeur, il a bien fait son job, et qu'il veut bien vendre son terrain, et qu'il a fait tout comme il faut, ben il a demandé un CUB. Comme ça, il a les opérations, et un énorme avantage, c'est que ça bloque toutes les taxes pendant la période. Pendant les 12 mois, plus 18 mois si vous prolongez, si j'ai un changement de PLU, c'est pas pour vous, parce qu'il y a un CUB. Ça bloque toutes les taxes si ça augmente. Ça a juste augmenté de 7% en fait hein, cette année. Hein. C'est juste un petit détail. Ok. Protection si modification du PLU, etc. Le SPANC, donc, même chose. Une fois que ça a été validé, parce que s'il y a un autonome, le SPANC va valider le CUB. Il va rester comme ça pendant 12 mois, 18 mois. S'il y a un changement de réglementation, c'est pas pour votre pomme. Donc, quelque part, vous savez, les promoteurs immobiliers, c'est ce qu'ils font systématiquement. CUB, 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 CUB. Et ils en demandent de partout. Pourquoi? Parce que comme ça, ils sont sécures. Bah, pourquoi vous n'allez pas appliquer la méthode des pros? Je vous signale que, ah oui, ce petit dessin qui est là, en fait, voilà, ça c'est pour une cliente qui est à côté de Narbonne. Et bon, on s'est mis d'accord comme ça, on s'est mis d'accord sur une implantation. Bon, là, ça a été fait en Zoom. Hein, on n'a pas, au début, elle était parti sur d'autres choses, mais après, on voit que le niveau de terrain, vous ne voyez pas hein, sur ce dessin, mais il y a plein de niveaux de terrain, etc. Décider de mettre un drap là, 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 parce qu'il fallait, etc. Ça, c'est l'arrivée EDF, mais c'est l'arrivée aussi d'eau qui va arriver là, parce que EDF et l'eau sont déjà là. Etc. Donc on arrive après à codifier assez facilement les choses et à voir au niveau du sud les orientations, parce que là il y a une évolutive, là il y a une évolutive small, il y en a deux autres ici, plus un SAS global, il y a des petits SAS entre, bon c'est un petit complexe. Hein. Et donc ben, vous voyez, on a entamé la discussion comme ça parce qu'on avait pu déjà faire un bout de chemin et elle avait une très bonne compréhension des enjeux qui sont là. Okay. Alors, donc, petit rappel, la loi Allure, éviter l'imperméabilisation des sols, concentrer le développement dans les bourgs. Donc, attention au futur déclassement des terrains diffus, donc qui sont au sol, qui sont en autonome pour les eaux usées.
Ils vont peu à peu passer non constructible, zone agricole, zone naturelle. En ce moment, dans pas mal de mairies, on a la loi Allure les oblige, et ça commence à tomber, hein, ok? Les oblige à vraiment se conformer à cette loi pour concentrer dans les bureaux. Ce qui veut dire que le prix des terrains diffus, il est en train d'augmenter très vite, pour ceux qui savent et qui comprennent pourquoi, et il devient de plus en plus rare. Donc, ça va être de plus en plus difficile. Si vous êtes en régime autonome parce que vous êtes loin, d'être dans ces circonstances où vous avez une maison bioclimatique, où il y a une grande qualité de vie parce que vous avez beaucoup d'espace, où les coûts d'entretien sont très bas parce que vous avez super orienté, avec des prix des biens qui vont fortement augmenter. Regardez dans quelques années, dans 2-3 ans, ce qui va se passer. 2, 3, 4 ans. De plus en plus de communes vont être obligées d'appliquer la loi Allure, de concentrer à mort, de densifier à mort. C'est le but, c'est fait, c'est réglé. Et puis pour protéger les terres agricoles et tout ça. Je peux le comprendre. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que ça va contraindre énormément de personnes à ne pas faire les choix qu'ils veulent et à devoir se satisfaire un peu de ce qu'ils pourront trouver. Et les prix vont fortement augmenter. Je suis bien à la Bretagne, moi, pour différentes raisons familiales. Et donc, du coup, je vois, par exemple, des terrains qui valaient 40 000, ils sont passés à 60. Puis là, ils sont en train de passer à 62, 65, mais en 3 semaines, quoi. Allez, on y va, quoi. C'est les mêmes, hein, c'est la même surface, c'est les mêmes conditions. Et puis ça grimpe de tous les côtés. Il y a des régions qui étaient un peu moins sollicitées, qui sont en train de monter aussi fortement. Waouh! Waouh! Voilà, on voit, ça y est, ça commence à porter ses fruits. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu une partie de la viabilisation, mais pour bien comprendre le schéma dans lequel on doit être et ce qu'on doit utiliser. Ça, on le mettra à la fin de la semaine en téléchargement avec différents supports. D'ailleurs, pour les A évolutives, on va vous faire un super cadeau. Vous aurez des supports et vous allez pouvoir manipuler des meubles et tout ce qui s'ensuit et pouvoir vous constituer votre intérieur. Parce que je vous rappelle qu'on fait une A évolutive, c'est un plateau complet qui est terminé, qui est opérationnel. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez meubler, vous allez mettre les murs, vous allez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Vous êtes libre. Ok? Bon voilà, aujourd'hui viabilisation. À bientôt.